direct dans 3, 2, 1, direct. Bonjour à tous, c'est Piston & Co. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau format de vidéo où on va vous présenter des voitures dans ce nouveau format. Donc des voitures soit qui sont à nous, soit des voitures qu'on découvrira ensemble. Et donc là pour ce premier épisode, donc on va parler de cette 2 chevaux qui est la 2 chevaux de Sven. Tout à fait, donc c'est ma 2 chevaux 6 spéciale de 1986. Et donc on va vous faire une présentation des bons points, des mauvais points d'avoir une 2 chevaux. Surtout que moi je roule au quotidien. Donc c'est vraiment une voiture de tous les jours, donc on va voir ça ensemble. Donc pour commencer, au niveau carrosserie, niveau visuel, elle n'est pas en super état parce qu'il y a des éléments qui ont été repeints. Et le rouge, c'est une couleur qui vieillit très mal, donc au soleil ça devient orangé. Donc là par exemple c'est un peu plus orangé, les portes le sont aussi parce qu'elles sont en peinture d'origine encore. Malgré les bosses, elles présentent encore plutôt bien. Et ensuite, plus on avance, plus c'est des éléments qui ont été repeints. Donc le capot a été repeint, il y a du mastic qui craque un peu, il y a des bosses. Les ailes ont été repeintes aussi. Mais sinon, voilà, en aspect général, elle est conforme à sa couleur d'origine. C'est ça, le rouge Vallelunga, il s'appelle. Et donc c'est une couleur qui est vraiment flashy. Et dans les années 80, il y en a eu pas mal de vendus comme ça, en rouge, en vert aussi. Parce que c'est des couleurs qui plaisaient aux acheteurs. Alors il faut savoir que dans les années 80, il y avait 2 modèles différents de chevaux qui existaient, de 2 chevaux 6. Donc il y a les 2 chevaux 6 spéciales et les 2 chevaux 6 club. Alors c'est purement esthétique, mais la 2 chevaux 6 club était un petit peu plus confortable, un petit peu plus haut de gamme, esthétiquement parlant. Donc il y a plusieurs éléments qui les différencient. Par exemple la capote. La capote est noire sur les 2 chevaux 6 spéciales, mais de couleur de la caisse sur les 2 chevaux 6 club. Donc celle-là, on voit bien que c'est une spéciale. Il y a ça qui la différencie beaucoup. Et aussi notamment au niveau de l'ouverture de la capote, pour que ça soit plus confortable, plus agréable pour le conducteur. Et bien sur une 2 chevaux 6 club qui est plus haut de gamme, on ouvrait la capote par l'intérieur, alors que sur une 2 chevaux 6 spéciale, elle s'ouvre par l'extérieur. Au niveau de l'intérieur, toujours il y a 2-3 éléments. Il y a par exemple le compteur de vitesse qui est plus large, plus agréable à lire sur une 2 chevaux 6 club, alors qu'une 2 chevaux 6 spéciale il est vraiment très petit. Au niveau des sièges, c'est pareil, il y a des sièges séparés sur une 2 chevaux 6 club, alors que sur une 2 chevaux 6 spéciale, c'est une banquette normalement, alors pas ici, elle a un peu piqué des pièces à une 2 chevaux 6 club. Et finalement, l'élément le plus marquant, le plus visible pour savoir si c'est une club ou une spéciale, c'est au niveau des phares. Donc au niveau des phares, ceux-là, c'est des phares ronds, parce que c'est une 2 chevaux 6 spéciale, alors que les 2 chevaux 6 club, elles avaient des phares carrés, qui sont très reconnaissables. Donc au niveau de la mécanique, sur toutes les 2 chevaux, ça a été à peu près le même moteur. C'est un bicylindre refroidi par air qui a développé sur les premiers modèles 9 chevaux. Et ils sont montés petit à petit jusqu'à développer plus de 30 chevaux sur les moteurs de Diane, Acadian par exemple. Là sur cette 2 chevaux, une 2 chevaux 6 des années 80, c'est un moteur de 29 chevaux qui les développe très haut dans les tours. Il faut tourner aux alentours de 5700-5800 tours minute pour avoir nos 29 chevaux. Et c'est alimenté par un carburateur double corps qui est un assez gros carburateur finalement pour la taille du moteur. On est sur un moteur qui fait 602 cm3, donc c'est un moteur taille de moto en fait finalement. On l'avait vu dans une autre vidéo qu'on a déjà faite, j'ai monté une soufflante, on a monté une soufflante, qui permet de ramener l'air du ventilateur au niveau du moteur pour avoir un gain de couple. J'ai aussi un filtre à air sport, on va dire, de marque K&N, pour pas faire de placement de produit, qui permet aussi d'avoir plus d'air qui rentre dans le moteur. Mais sinon au niveau du moteur c'est sa mécanique d'origine et ça permet d'atteindre les 110-120 km/h. Donc ça roule plutôt bien et c'est extrêmement fiable et peu coûteux en réparation et en entretien. Au niveau des freins, comme on est sur les derniers modèles de 2 chevaux, à l'avant j'ai des freins à disque et à l'arrière c'est des tambours, donc le freinage est plutôt bon. Et que dire de plus sur la mécanique, c'est tout, c'est accouplé à une boîte 4 vitesses. Comme toutes les 2 chevaux ont toujours eu des boîtes 4 vitesses. Et voilà, ça marche. Donc comme je roule tous les jours, je recherche la fiabilité surtout. Donc au niveau du carburateur, il n'y a rien de spécial qui a été fait. Par contre, ce que j'ai monté, c'est un allumage transistorisé qui me permet de modifier électroniquement mon allumage. Et donc j'ai plus de fiabilité au niveau des rupteurs qui s'usent assez vite, surtout les refabrications qui sont un peu douteuses. Et donc avec un allumage transistorisé, on use moins ses rupteurs et on a une étincelle qui est plus uniforme sur toute la plage de régime.
Donc même à très haut régime, on se retrouve toujours avec une étincelle qui a la même intensité, la même forme qu'à bas régime. Voilà. Donc ça permet des reprises un peu plus coupleuses peut-être, et une stabilité en haut régime aussi qui est vraiment bien. Et c'est des montages en fait qui étaient montés sur les R5 par exemple dans les années 80 aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui se faisait, c'est pas nouveau, mais c'est vraiment bien à faire et c'est un bon compromis entre l'allumage classique et l'allumage tout électronique qui existe pour les 2 chevaux. Mais l'allumage tout électronique, quand il tombe en rade au bord de la route, il tombe en rade. Alors que celui-là, je peux toujours me dépêtrer à remettre mon allumage ordinaire et repartir. Donc ça reste réparable, ça reste facile, fiable et ça reste 2 chevaux. Quoi. Et pas cher. Et pas cher. Pas cher cousin. On fait vroom vroom ? Alors comme les tout premiers modèles de 2 chevaux qui sont sortis dans les années 48-49, ils ont gardé l'option de pouvoir démarrer le moteur avec une manivelle, vraiment qu'on met sur le ventilateur à l'avant. Et donc Sven va nous faire la démonstration en direct. Je mets le contact. Je mets le contact. C'est pas fait souvent. Hein. On va voir que le moteur démarre Et normalement au quart de j'appuie sur tour. le bouton rouge. Ça ne laisse pas indifférent. Et il n'y a personne à l'intérieur, on triche vraiment pas. Il a vraiment démarré à la manivelle. Manivelle qui, en plus de permettre le démarrage, permet aussi de démonter ses roues, de démonter aussi les ailes avant pour intervenir sur le moteur. Bon, quand on en est là au bord de la route, c'est quand même qu'il vaudrait mieux rentrer chez soi. On aura besoin d'autres outils après. Donc comme c'est un moteur qui refroidit par air, forcément l'hiver l'air est très froid, surtout quand on roule. Et donc le moteur a du mal à monter en température et le chauffage fonctionne très mal, puisqu'il reprend l'air chaud du moteur. Donc Citroën, c'est pour ça qu'il préconisait de mettre en dessous de 10 degrés, de mettre ce qu'on appelle un cache-nez pour obturer en fait l'entrée d'air. Donc au lieu d'avoir toute la calandre, on a juste ces petites fentes qui permettent au moteur de monter plus vite en température, de garder sa température surtout, et d'avoir plus de confort aussi à l'intérieur de la voiture avec un meilleur chauffage. Voilà, donc c'est un petit accessoire qui était vendu avec la voiture en même temps que la manivelle et le cri, et qui permettait, l'hiver, il fallait penser à le matin mettre son cache-nez. On peut l'utiliser jusqu'à 15 degrés et après il faut penser à l'enlever, sinon on peut risquer une surchauffe du moteur et là c'est le problème contraire. Donc voilà ce que ça donne quand on ouvre partiellement le toit. Alors là j'ai mis une ouverture intérieure comme sur les clubs du coup, puisque ma capote d'origine s'était suicidée un jour sur la route. Elle était en ouverture extérieure, elle devait être mal fermée. Et sur un mauvais coup de vent, elle s'est complètement arrachée jusqu'à la vitre derrière, tout est parti. Et donc quand j'en ai remis une nouvelle, j'ai décidé de changer le système puisqu'on a des vrais crochets qui permettent de la tenir fermée et ça bouge pas du tout. Voilà. Et donc là on va l'ouvrir en entier parce que déjà il fait beau et puis comme ça vous pourrez voir le grand confort qu'on a quand on roule capote ouverte. Donc une fois à l'intérieur de la voiture, déjà ce qu'on remarque en premier c'est que c'est très lumineux. Le pare-brise est pourtant pas très grand, mais il y a peu d'angles morts, peu de montants en fait, entre le pare-brise et les vitres latérales, pareil là. Sur l'arrière on a une 3e vitre, ça c'est apparu à la fin des années 60 sur les 2 chevaux. Alors pour la visibilité c'est assez pratique, mais pour la luminosité aussi à l'intérieur c'est très bien. Il y a une grande lunette arrière, et évidemment quand le toit est ouvert, forcément il y a beaucoup de lumière qui rentre. Ensuite quand on s'installe, ce qu'on remarque c'est qu'on a un grand volant, on n'a pas de direction assistée, mais du coup la direction est assez légère. Et ensuite on a un tableau de bord plutôt rudimentaire, mais il y a tout ce qu'il faut. On a donc le volant, le commodo pour les clignotants, le commodo pour mettre les veilleuses, les codes et phare plein phare. Voilà, on a tout sur la même manette, le klaxon, bien sûr, le levier de vitesse, le poignet de frein à main, les 3 pédales, ça c'est classique. Un bouton de starter pour démarrer quand il fait très froid ou froid, on peut le tirer. C'est un bouton qui est lumineux, donc on voit quand est-ce qu'il est allumé et quand est-ce qu'il n'est pas activé. Voilà. Ensuite on a un petit voyant de pression d'huile, donc quand le moteur est à l'arrêt ce voyant est allumé et dès que le moteur tourne le voyant s'éteint. Voilà. Ensuite on a donc, si on remet le contact, le bouton des essuie-glaces qui sont rudimentaires aussi. Il y a une seule vitesse sur les essuie-glaces, on ne peut pas choisir. Si, il y a 2 vitesses, là c'est vitesse 1 et là c'est 0. Ça va de celle-là. Là on a des warnings. Voilà. Il y a quand même des warnings sur les 2 chevaux, sur les dernières. On a un compteur sur lequel on a la vitesse,
le kilométrage total, on n'a pas de journalier, donc on ne peut pas remettre à zéro pour savoir combien on a fait de kilomètres sur tel ou tel voyage, c'est pas possible, c'est dommage, mais c'est comme ça. On a une jauge à carburant, qui moi ne fonctionne pas bien, mais là on a encore de l'essence, ne vous inquiétez pas. Et en rajout que j'ai fait, on a ici les anti-brouillards, voilà. Et sinon, d'origine, si, il y a ça, la petite pompette ici, ça c'est le lave-glace. Et dernier petit bouton, qui est très sympa je trouve, c'est ce bouton-là, qui permet, quand on appuie, simplement d'allumer la lumière qui se trouve au-dessus. Ça n'a aucun effet autre. Et en fait, cette lumière, elle s'allume si on n'a plus de liquide de frein, donc si nos freins vont être inopérants, on a cette lumière qui s'allume, et ce bouton, il est là pour tester si la lumière marche bien. Donc le matin, hop, on regarde, hop, ma lumière marche, donc si j'ai plus de frein, ça va s'allumer. Et le compteur aussi n'a que 5 chiffres. Oui. Donc dès qu'on dépasse 100 000 km, on revient à 0 km. Tout à fait. Ce qui permet de vendre des voitures neuves. Il y a encore 39 000 et elle est neuve. Ouais. Donc là, actuellement, elle a 161 527 km qui sont avérés. Et c'est évolutif. Je l'ai acheté, elle avait 133 000. Vous voyez, ça fait bientôt 30 000. Ensuite, en commande d'origine, toujours, on a le chauffage ici. Là, le chauffage est sur off. Là, il est ouvert. Ça sort par des bouches qui sont au niveau des pieds. Ça marche très bien l'été, c'est dommage. L'hiver, c'est vrai que c'est un peu moins bon, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on met le cache-nez devant, en cas de grand froid, le chauffage quand même fonctionne. Enfin, il n'y a pas de souci, on peut avoir du chauffage. Ça ne va pas chauffer toute la voiture, mais pour les pieds, tout ça, c'est assez agréable quand même. Voilà, on a fait le tour des commandes. Dernière petite molette. Oui, voilà. Il y a une petite molette ici. Quand on tourne, elle ouvre ou ferme le petit volet qui est situé au-dessus. On voit par ici. J'ouvre Juste là. et je ferme. C'est assez pratique l'été, même Et si... en été, oui, ça fait quand même pas mal ça fait d'air. un peu d'air quand même. Ouais. En rajout, on n'a pas grand chose, donc les anti-brouillards. Le poste radio, quand même assez pratique, avec une enceinte ici, une enceinte sous la banquette arrière. Prise, comment ça s'appelle, allume-cigare, 2 prises USB ici. Et là, c'est 3 anciens boutons qui ne fonctionnent plus, mais c'était pour allumer mes bas de caisse. C'est rudimentaire, mais ça fonctionnait, ça ne fonctionne malheureusement plus. Le Saint-Christophe, bien sûr. Il nous a beaucoup aidé déjà, puisqu'on a eu quelques mésaventures. Pare-soleil avec une magnifique truc où on ne peut plus rien mettre dedans parce qu'il est détendu. Et ici, pare-soleil avec un petit miroir dans lequel vous voyez Grégoire. Ici, on a un autocollant qui nous rappelle en français, en anglais, en allemand, en italien ou en espagnol et en italien, enfin dans toutes les langues un peu. Il nous explique qu'il faut vidanger le moteur tous les 10 000 km. Il est conseillé de vérifier le niveau d'huile entre les vidanges. On a la pression des pneus, 1,4 à l'avant, 1,8 à l'arrière. Bon, aujourd'hui, moi je mets 2,2 partout. Donc voilà, ça a bien changé aussi. Voilà. Et tous ces petits boutons, là, tous ces petits caches, Ah. est-ce qu'on pouvait mettre des choses Oui. ou pas? Parce que par exemple, le faisceau électrique est celui de la Club. Donc il comporte 2 petites lumières pour éclairer le compteur. Il comporte des voyants supplémentaires. Sauf qu'ils ne sont pas branchés parce qu'on est dans une spéciale. Mais Citroën laisse la possibilité, sous ce cache-là, ici et sous ces 2 gommettes, de rajouter des petits voyants ronds ou des interrupteurs carrés. Et là, par exemple, c'est apparu un peu après. Il y a eu un interrupteur pour allumer l'antibrouillard arrière, qui a été obligatoire en 88, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, ils avaient fait des réservations comme ça qui pouvaient être utilisées, mais en option. Donc, on demandait, moi, je veux un voyant de clignotant. Donc, on l'avait en option. On n'avait pas de série. Mais il faisait quand même le trou et il le bouchait par une gommette imitation cuir, en plastique. Ça se voit que c'est pas du cuir quand même. Ça imite fort mal. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la voiture. On va pouvoir passer à l'essai routier. Donc, voilà, pour faire découvrir de belles images d'une 2 chevaux qui roule et bien. On va voir les atouts et aussi les... Et à la fin, on reviendra sur les petits inconvénients, parce que bien sûr, là, on vous montre tout est beau, tout est joli, mais il y a quand même des choses qui sont bien... Bah, Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il y a des inconvénients. Il y a quand même quelques petits inconvénients, voilà, exactement. Excellent. Avec un petit rappel, parce que comme c'est un peu à la con, il y a un petit rappel juste ici pour vous expliquer comment passer les vitesses. C'est parti.
cache-plaque. Parce qu'il faut savoir que sur route française, c'est obligatoire de rouler avec des plaques visibles. Sur les 2 chevaux, on trouve toutes les pièces, tout est accessible à des prix souvent vraiment pas chers. Par contre, c'est pas de la très bonne qualité et par exemple les garnitures de frein, elles ont tendance à faire beaucoup de bruit à l'arrière sur beaucoup de 2 chevaux et ça se règle en changeant les garnitures ou en faisant des réglages vraiment petits oignons. Là, on va l'entendre parce que ça descend. Vous voyez, tout le temps comme ça, dès que je freine. Et encore, ça va mieux, j'ai refait des réglages, tout ça, ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Donc voilà, donc ce beau bruit agréable aux oreilles que vous venez d'entendre, bah, c'est les freins arrière, les tambours arrière qui couinent et qui... Il y a un frein moteur qui est gigantesque et qui fait qu'on n'est jamais vraiment debout sur les freins avec une Deutsch. Ça, c'est plutôt bien. La direction est assez légère, même si c'est pas une direction assistée. Il n'y a pas besoin de trop forcer quoi, pour tourner, pour... On verra une main. Et comme c'est une voiture à traction avant, donc c'est les roues avant motrices, le volant revient toujours en ligne droite quand on le lâche. Il revient de lui-même droit. Et oui, on a un 4ème à 50 à l'heure sur un filet de gaz, on repart tranquillement. Après, plus on est dans des vitesses hautes, forcément plus l'accélération est faible. On ne peut pas accélérer bien fort. C'est vraiment agréable à conduire. Voilà, en montée, c'est assez compliqué, surtout là déjà qu'on est déjà 2 dans la voiture, donc essayez d'imaginer à 4, démarrage en côte, tout ce qui est monté un peu raide, il n'y a pas vraiment de puissance, donc c'est normal que ça marche pas trop. Et la voiture peine un peu dans ces cas-là, mais sinon, dès qu'il y a une petite descente ou du plat, ça roule comme une voiture de tous les jours finalement, et on n'embête pas les autres sur la route avec notre lenteur, quoi. Nous sommes en ville à 50 km/h. Oh, un Dodan se profile à l'horizon. Je ne l'avais pas vu. Oh. Et voilà. Et franchement, on sent vraiment rien. Non, c'est vraiment très agréable. Donc un des atouts majeurs de la 2 chevaux, c'est sa suspension. C'est assez légendaire sur cette voiture, puisqu'on a une voiture qui est très souple. Ça parle à tout le monde, le mec qui secoue la voiture. Et elle a fait toute l'image de la 2 chevaux jusqu'à la fin de la production. Et elle est due, en fait, il y a des grands bras de suspension qui sont pris au niveau du centre de la roue jusqu'à peu près ici, qui oscillent comme ça de haut en bas. Et ensuite c'est repris par des gros pots qui sont assez gros, où dedans il y a des gros ressorts qui reprennent toute la charge de la voiture, et il y a un ressort par roue. Donc ça fait qu'au final c'est très équilibré et c'est vraiment une suspension qui fait qu'on n'a jamais une roue qui se décolle du sol ou quoi. Donc tenue de route en virage, c'est vraiment exemplaire. Parce qu'il y a aussi une garde au sol qui est assez élevée quand même. Donc, il y a un très grand débattement. Il y a un grand débattement. Justement par ses bras, il y a un débattement. Pour lever la voiture, pour changer une roue, il faut lever à peu près la voiture ici. Sinon on peut pas défaire les boulons, on ne peut pas enlever la roue. Donc ça fait que sur n'importe quel ralentisseur, on peut passer à 80 des ralentisseurs, normalement il n'y aura pas de souci. On va pas le faire. Hein. Et c'est pour ça aussi qu'on peut passer dans les chemins, dans les sous-bois, dans les prés, sans problème. Donc quand on braque, les roues elles s'inclinent beaucoup. Et en fait, c'est pour pallier le fait que quand on tourne, la voiture penche, donc les roues se redressent. Dans les virages, en fait, la voiture, elle va se pencher du côté extérieur du virage. Et donc c'est ça qui va faire redresser la roue, qu'elle va reprendre un carrossage normal. Donc les pneus sont toujours, si on veut, perpendiculaires à la route, sur le plus large appui qu'ils peuvent avoir. Et c'est ça aussi qui fait la bonne tenue de route et la bonne direction de la 2 chevaux dans les virages. Mais il faut tenir le volant quand même, parce qu'elle a envie d'aller tout droit, parfois. Donc une 2 chevaux, comme les voitures assez anciennes, la majorité des voitures assez anciennes, il n'y a pas énormément de place à l'intérieur, c'est quand même des petites voitures. À l'avant, c'est franchement bien habitable. Je suis assez grand, presque 2 mètres, mais je crois quand même. Et à l'avant, on s'installe facilement. Il y a de la place pour les genoux. On n'est pas serré au niveau de la tête. Là, il n'y a pas de toit, mais au niveau de la tête, on est bien. On est confortable. On est bien installé. Donc, ma place favorite est l'avant droit, à peu près la place du mort, mais on est bien installé. Par contre, quand on est bien installé à l'avant, les personnes qui montent à l'arrière sont légèrement plus serrées. Donc, par exemple, si moi je veux monter à l'arrière, bah ça passe, mais
c'est tout de suite moins confortable. Et là, on voit pas, mais quand il y a la capote, eh ben, je peux pas avoir la tête droite comme ça. Donc du coup, je bugne un petit peu dans le toit de la voiture. Ça fait quand même pour des petits trajets, mais on ferait pas un Paris-Marseille avec quoi. Je pense qu'au bout d'un moment, il faudrait que je m'allonge un petit peu sur le côté ou trouver une autre solution. Peut-être remplacer le conducteur, par exemple. Par exemple. Parce qu'il y a plus de place. Parce que derrière, ça tape un peu la tête, quoi. Mais mis à part ça, les sièges sont quand même confortables. C'est de la mousse de haute qualité et il y a un amortissement à toute épreuve. Donc, on est quand même pas trop mal dans une 2 chevaux. Vous verrez quand on présentera d'autres voitures, notamment la 4L, quand on présentera l'habitabilité, donc quand elle marchera, c'est quand même vachement moins confortable l'intérieur d'une 4L. On peut peut-être faire rentrer des gens de taille normale. Donc maintenant on va changer. Donc c'est le propriétaire qui va monter dans sa propre voiture. À l'arrière, ce qui est rare. Même très même pas comment inhabituel. Voilà, bah, quand on fait une taille normale, on peut même parler par la 3e vitre. Excellent. Rien Ça ne passe, dépasse là. au niveau du Il haut. dépasse un peu. Hein. Non? Ah juste, non, ça doit aller. Ça, je pense que ça doit faire. Quand on fait une taille normale, eh ben on rentre. Voilà. Et oui. Et c'était prévu pour mettre 4 personnes avec leur chapeau sur les premiers plans de la 2 chevaux. Ouais, c'était Alors, des à petites l'avant, oui. personnes quand même. Mais alors à l'arrière, le chapeau, non. Hein. Ou alors un chapeau qui est vraiment. Ou des enfants. Ou les enfants. Donc, tout ça pour dire que quand même c'est franchement habitable et on est pas mal dedans, même si des fois je monte à l'arrière, on est quand même bien. Il y a 4 places et 4 personnes peuvent vraiment rentrer dedans, c'est 4 vraies places quand même. Voilà, C'est une petite voiture qui a un coffre quand qui a un même. coffre. Donc c'est une petite voiture mais qui a quand même un coffre. C'est bon ? C'est bon. Il y a un coffre. Qui a quand même un coffre. Du coup, voici le coffre. Donc une personne pourrait rentrer dedans, si une personne avait envie de rentrer dedans. Je sais pas si ça rentre. Putain, si ça rentre. On peut mettre le chien. Ça. Voilà, pour mettre un animal de compagnie. Bon, sinon, c'est un coffre. C'est pas une voiture de gangster, donc c'est plutôt un coffre pour mettre des bagages. Et on met 2 valises de taille moyenne, normale, quoi, côte à côte. Et par-dessus, on peut mettre encore des petits sacs. C'est vrai que comme il y a l'inclinaison de la banquette, ça le fait sur beaucoup de voitures à l'époque. Aujourd'hui, moins, parce que les coffres sont plus larges, plus profonds. Mais on bute vraiment très vite là sur le haut. Et donc, on peut mettre des valises qui sont pas très épaisses. Par contre, dès qu'on met quelque chose, le coffre là, il est pas large, quoi. Et donc, il s'évase comme ça, il est en forme un peu de pyramide. Donc, j'ai fait un petit fond de coffre avec des petits trapons comme ceci qu'on ouvre pour avoir accès en fait dessous, parce que l'origine, quand la 2 chevaux est livrée à son acheteur, il n'y a pas de bazar, il n'y a que ça, la roue en fait, avec le cri, la manivelle et le cache-nez. Voilà, donc normalement il n'y a même pas de fond de coffre. Donc là par contre c'est pas pratique sans fond de coffre, ça c'est un point négatif. 2 chevaux sans fond de coffre, dès qu'on met un truc ça tombe dans les coins de la roue, machin. C'est pour ça que j'ai même si la roue elle peut être un peu sale, qu'on met des affaires dedans, ça peut se salir contre la roue, contre le pneu. Donc voilà, c'est vrai qu'un fond de coffre fabriqué de ses mains est très utile. Même une petite tirette qu'il faut utiliser normalement. Voilà, pour maintenir son coffre en position ouverte. Un autre petit avantage de la 2 chevaux, qu'on peut montrer en direct, c'est sa démontabilité. C'est facile. Les portes aussi, le capot. Tout est monté sur des charnières un peu spéciales et non, oui. Dedans, là. Oui. Du coup, on peut les faire pivoter et après on a juste à glisser pour enlever. Donc là, on a des ceintures à l'avant qui étaient obligatoires déjà à l'époque en 86. À l'arrière, c'était monté mais pas encore obligatoire. À l'arrière, il y en avait déjà des ceintures, juste ventrales, pas au niveau des épaules, mais c'était pas encore obligatoire à cette époque. Et par contre, quelque chose qu'il n'y a pas et qui peut-être sur des longs trajets peut manquer, c'est les appuis-têtes. Donc là, il n'y a pas d'appui-tête juste derrière. Des fois, en cas d'accident, ça peut être un peu plus dangereux, on va dire. Mais
mais voilà, c'était pas présent sur ces voitures-là. C'est déjà bien qu'il y ait des ceintures et un petit peu de carrosserie. Quand même, il y a des inconvénients. À rouler en 2 chevaux tous les jours, il y en a peut-être plus qu'à rouler en 2 chevaux juste le dimanche, mais déjà à rouler en 2 chevaux en soi, le grand inconvénient qu'il y a, c'est la sécurité. Comme toutes les voitures des années 80 et surtout les voitures bas de gamme comme celle-là, qui n'ont pas d'airbag, qui n'ont pas d'appui-tête, qui ont des ceintures approximatives. Donc voilà, il y a une sécurité qui est vraiment pas bonne. Si on prend un choc à l'avant, la boîte de vitesse elle se retrouve entre les 2 sièges, enfin il n'y a vraiment pas de sécurité. Voilà, pas de chauffage, pas de climatisation, pas de vitre électrique, pas d'emmerde aussi. Mais voilà, il y a quand même des petites choses qui font que des fois c'est pas forcément agréable de rouler sous la neige en plein hiver. Même si encore une fois la tenue de route, puis le fait que c'est très fiable, très solide, ça fait qu'on peut aller partout. Donc que ce soit l'hiver, l'été, en montagne, il n'y a vraiment pas de souci à rouler en 2 chevaux. Mais voilà, ça reste quand même, c'est surtout au niveau de la sécurité qu'il y a vraiment un vrai point faible. Parce que la tôle est très fine et à cette époque, c'était pas étudié pour résister aux accidents, quoi. Parce que en conception mécanique et carrosserie, on est sur une voiture de 1948 qui a pour but, voire même du début des années 30, ils ont commencé à y penser, qui a vraiment pour but de transporter des paysans ou des artisans, ou voilà, mais c'était pas du tout sur de la sécurité, c'était sur de l'économie, de la fiabilité. Donc la 2 chevaux, on l'a vu, c'est de la tôle très fine, il y a des recoins un peu partout et ça craint vraiment le sel parce qu'à l'époque il n'y avait pas de traitement anti-corrosion. Donc quand on roule l'hiver, il faut bien rincer, tout ça, il faut utiliser des bonnes peintures, des bons traitements au niveau du châssis. Et voilà, ça rouille très vite au niveau des ancrages de ceinture arrière, des bas de caisse, des planchers, des coins à l'avant, de la baie de pare-brise, enfin vraiment tous les coins de la voiture qui sont très sujets à la corrosion. Et moi j'ai l'exemple ici, ça avait été réparé par l'ancien propriétaire avec beaucoup de mastic. Et là on voit c'est en train de percer, là ça a tout craqué. L'eau a pu s'infiltrer sous le mastic comme ça avait craqué. Et donc ça pourrit encore plus vite. Donc là il va falloir changer tout l'élément. Ça c'est prévu, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo je pense. Mais sinon moi je vois pas d'inconvénient majeur à rouler en 2 chevaux. Elle est là. Tu la vois la 2 pattes? On va aller la voir plus près. Du coup comme on parle de 2 chevaux, on a fait un petit arrêt pour montrer qu'il n'y a pas que des 2 chevaux qui roulent. Il y en a aussi qui ont arrêté de rouler il y a bien longtemps. Celle-là ce sera un modèle plutôt des années 60, puisqu'elle n'a pas encore la vitre, la 3e vitre derrière, là on peut voir, c'est pratique, c'est par terre. Il n'y a pas la 3e vitre. Il y a plus grand chose quand même. Il y a un pare-soleil là-bas, il y a le haut du pare-brise en fait là-bas, avec le pare-soleil par terre. Bon, le volant, le grand volant Killery, sans doute, qui actionne encore quelque chose. Voilà, là il y a le commodo de phare, qui ne tourne plus bien sûr. La commande de chauffage, le même compteur que moi en fait. Même dans les années 60, elles avaient déjà ce genre de compteur. Et puis on voit au niveau du moteur que c'est pas le même moteur quand même. Le moteur est un peu plus petit. Voilà, il manque. Il est quand même dans un état salement amoché. L'arrière, oui. L'arrière, il n'y a plus rien, plus de coffre. Non, plus de feu, il n'y a plus rien à récupérer. Elle avait peut-être la capote juste en bas, elle, non? Non, pas sur ce modèle-là. Bon bah après toutes les images que vous avez vues, les petites descriptions qu'on a fait de ma 2 chevaux, je pense que vous savez à peu près tout dans ses moindres détails. Donc, on espère que ce format de vidéo vous aura plu. On espère en faire d'autres parce qu'on a plusieurs véhicules un peu comme ça à vous montrer. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les vidéos, à les liker aussi pour continuer à nous voir, à nous suivre dans toutes nos aventures. Il y a des vidéos sur la 4L qui sont arrivées, qui vont arriver prochainement parce qu'on avance dessus, il faut qu'elle soit prête pour le mois de février. Même pour le mois de novembre, ça serait bien qu'elle soit finie. On va essayer de bien dynamiser cette chaîne. Et voilà, abonnez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bon week-end.